Donc le contexte, je vous rappelle, cette enquête dont je vais vous parler, c'est la 4e qu'on mène en France depuis les années 70 sur la sexualité. Il y avait eu le rapport Simon en 1970, l'enquête... Ah non, vas-y. L'enquête sur le comportement sexuel des Français en 92, l'enquête sur le contexte de la sexualité en France en 2006, et puis donc la nôtre cette année, contexte des sexualités, on a mis au pluriel. Et ça s'inscrit, enfin on a pu faire cette enquête qui coûte très cher, parce qu'on a interrogé près de 30 000 personnes, parce qu'elle s'inscrivait dans la stratégie nationale de santé sexuelle. Et donc, voilà, je vous dis en gros, là, les résultats que je vous présente, c'est les résultats qu'on a sur l'échantillon qu'on a enquêté dans l'Hexagone. On a par ailleurs un échantillon dans 4 territoires d'outre-mer, mais je vais pas revenir là-dessus. Donc, en gros, il y a 21 259 personnes de 15 à 89 ans qui ont accepté de répondre à nos questions au téléphone. Certaines d'entre elles, donc 12 615 majeurs, ont accepté de continuer tout seuls sur Internet, où on avait des questions complémentaires. Et puis, par ailleurs, on avait aussi un volet santé sexuelle, et donc il y a une partie de l'échantillon qui s'est vu proposer des kits d'auto-prélèvement. Et ça, c'est Santé publique France qui s'est occupé de faire voilà, des mesures de prévalence sur certaines IST, mais je ne vous présenterai pas ces résultats aujourd'hui. Donc, c'est 133 enquêteurs et enquêtrices pendant 1 an au téléphone qui ont passé 65 000 heures d'interview à écouter la vie sexuelle des gens. Voilà. Et donc, je vais essayer de résumer en 15 minutes tout ça. Donc, vous imaginez bien que ça va être un peu à l'âge. J'ai essayé de vraiment pointer ce qu'on avait essayé de faire. Je vous en avais parlé il y a 2 ans, qui était de dire, voilà, on essaye, dans l'enquête elle-même, de changer les narratifs. Parce que les catégories scientifiques d'analyse de la sexualité sont aussi imprégnées de normes et de scripts. Et il y a des choses qu'on mesure et il y a des choses qu'on ne mesure pas. Et donc, on est toujours pris dans cette tension à dire qu'il faut qu'on garde les mêmes questions pour pouvoir comparer les changements dans le temps. Et en même temps, il y a certaines questions, non, en fait, c'est juste pas possible. C'est beaucoup trop ringard de parler de la sexualité comme on en parlait dans les années 70 et même dans les années 90 et même en 2006. Donc, il faut trouver l'arbitrage à chaque fois entre voilà, suivre le fil et être capable de mesurer le changement. Donc, je veux bien qu'on change la diapo. Alors, un premier moment qui nous a beaucoup intéressé, évidemment, c'est le chiffre que tout le monde attend, le premier rapport sexuel. Donc, maintenant, je mets avec des guillemets, parce qu'on ne sait plus très bien ce que c'est, en fait, ce premier rapport sexuel. Et en gros, ce qu'on a pu commencer à montrer, là, dans cette nouvelle enquête, c'est qu'on a toujours posé la question, à quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel? Donc là, ce qu'on voit, c'est le graphique qui est au bout. Là, il semble que dans les générations les plus récentes, c'est plutôt plus tardif que dans les générations antérieures. Oui, il y a eu la pandémie de Covid, mais pas que. Voilà, a priori, le premier rapport sexuel, ça arrive plus tard que précédemment, ce qui était très contre-intuitif, vu les discours sur les jeunes commencent leur sexualité de plus en plus tôt, blablabla. Eh ben non. En tout cas, avec cet indicateur. Par contre, ce qu'on a essayé de mesurer dans l'enquête, c'est pas seulement le premier rapport sexuel avec un grand P, je sais pas si c'est un grand P, bref, voilà, et donc appréhender plutôt la première fois, les premières fois au pluriel, en mesurant tout un tas de premières fois. C'est ce que j'essaye de montrer sur les autres graphiques ici. On a regardé donc les premiers bisous avec la langue, on a regardé les premières préliminaires, on a regardé le premier visionnage de films porno, les premières masturbations, la première image reçue, image intime reçue, la première image intime envoyée, le premier partenaire rencontré en ligne. Bref, plein de premières fois, et on s'aperçoit, donc sur les graphiques qu'on voit là, c'est les anciennes générations et les nouvelles.
Et autant on voit que l'entrée dans la sexualité chez les plus anciens, en fait, c'était vraiment que ce truc de premier rapport sexuel. Tout le reste arrivait beaucoup plus tard, évidemment, dans la vie, parce qu'il n'y avait pas de smartphone à l'époque où ils sont entrés dans la sexualité. Alors que finalement, on voit que chez les plus jeunes, aujourd'hui, les premiers trucs sexuels qu'on fait dans la vie, c'est pas forcément le premier rapport, c'est plein d'autres choses. Et de le mesurer comme ça, c'est un premier changement important dans la manière de voir les choses. C'est pas un événement, c'est un processus. Voilà. Scientifiquement, en tout cas, ça change beaucoup les choses. Ensuite, peut-être un deuxième moment où là aussi les lignes bougent, c'est vraiment le cas de le dire. C'est que pour la première fois, on a enquêté les gens jusqu'à 89 ans. Dans les précédentes enquêtes, on s'arrêtait à 69. Alors bon, je dis toujours en rigolant, c'est parce que l'équipe de recherche a vieilli, et donc du coup ils disent quand même on peut aller plus loin, on n'est pas si vieux que voilà. Donc, mais plus sérieusement, je pense que, effectivement, on se retrouve aujourd'hui avec la génération des boomers, 68 ans, enfin bref, vous voyez, qui arrivent aux âges élevés. C'est des générations pour qui la sexualité a toujours été au cœur de leur identité sociale. Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, ils continuent à être beaucoup plus actifs sexuellement à des âges avancés. Alors, quand je montre ça et que j'ai commencé à 50 ans, tout le monde me dit âge avancé, 50 ans. Non, mais quand même, jusqu'à après, voilà, 80, 89 ans, on a quand même encore plus de la moitié des gens qui ont une vie sexuelle. Et ça change par rapport aux générations antérieures. Et voire même, ça ouvre tout un champ autour, notamment des liens entre respect de la vie sexuelle et perte d'autonomie et dépendance. Et donc, on a de plus en plus de questions soulevées autour de ces sujets qui sont... pour l'instant, dans notre champ, on avait l'impression que, 60 ans, c'est résiduel, on n'en parle plus. Non, aujourd'hui, la vie sexuelle des personnes âgées, ça devient un vrai sujet, et du coup, qui soulève plein de questions de santé sexuelle, encore beaucoup à travailler. Voilà. Alors, la question qu'on nous a posée, qui se pose depuis plusieurs années, c'est est-ce qu'il y a une baisse de l'activité sexuelle? Est-ce que c'est vrai que, rapport aux écrans, réseaux sociaux, à je sais pas quoi, à la fin du monde, à l'éco-anxiété, à tout ce que vous voulez, les jeunes n'ont plus d'activité sexuelle? Et ce qui est étonnant, parce qu'avant on reprochait aux jeunes d'avoir trop de sexualité, maintenant on leur reproche de ne pas en avoir assez. Donc en fait, c'est jamais bien la manière dont ils fonctionnent. Alors, ce qu'on a pu montrer pour l'instant dans l'enquête, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète, c'est qu'effectivement il y a plusieurs indicateurs qui montrent qu'on fait moins de sexe. Il y a plus de personnes qui n'ont pas eu d'activité sexuelle dans la dernière année. Il y a plus de personnes on déclare en moyenne moins de rapports sexuels tous les mois pour ceux qui sont actifs sexuellement. Donc il y a moins d'épisodes de sexualité dans la vie des gens. Par contre, et ça c'est un résultat hyper intéressant, c'est au contraire, on a une augmentation par contre de la satisfaction dans la vie sexuelle. Donc on fait moins de sexe, mais a priori on le fait mieux. Et c'était la première enquête post-MeToo, où on est quand même abreuvé de discours sur on peut plus rien faire, les hommes sont hyper malheureux, enfin la sexualité maintenant c'est plus possible, rapport à tous ces hordes de féministes énervés. Et en fait, a priori ça va plutôt mieux qu'en 2006. La sexualité, depuis qu'on a ouvert la discussion publique sur les violences, sur le consentement, a priori, les gens se déclarent plus satisfaits de leur vie sexuelle, aux grosses découvertes. Voilà. Donc ça, c'est un résultat important, et on était très contents de le trouver dans des chiffres et de pouvoir le narrer, donc, comme ça. Diapo d'après. Oui, alors ça c'est peut-être c'est aussi un chiffre où on est toujours à la poursuite du palmarès du nombre de partenaires sexuels au cours de la vie. Donc on voit bien. Alors là j'ai mis les chiffres dans l'enquête de 92, de 2006, de 2023. Effectivement, le nombre de partenaires sexuels au cours de la vie augmente beaucoup au fil des générations. C'est très important. Alors pour les femmes d'un côté, parce que effectivement, si on regarde les femmes les plus âgées en 92. Elles avaient en moyenne 1,8 partenaires au cours de leur vie. C'est-à-dire que la vie sexuelle était quand même quelque chose de très associé
à une personne pour les femmes, donc c'était qui tout double, quoi. Et alors que, et effectivement, pour les femmes les plus jeunes, des générations les plus récentes, on est déjà à 11 partenaires sexuels avant 30 ans. Donc un rapport à la sexualité qui est beaucoup plus autonome et pas lié à une relation. Et ça, c'est vraiment un des grands changements que montre l'enquête. C'est plein de formes d'autonomisation des femmes par rapport à la sexualité qui finalement vivent de plus en plus leur sexualité comme les garçons, comme quelque chose d'une expérience personnelle, quoi. Voilà. Après, bon, non mais c'est trop compliqué. Si vous me poserez des questions, si vous voulez en savoir plus, peut-être la diapo d'après. Ah oui, donc là sur les pratiques quand même. Donc dans nos enquêtes, on s'obstine aussi à vouloir essayer de, justement, comme on parle de script, on essaye de décrire les gestes de la sexualité. Alors vous voyez bien le poids énorme des normes sociales pour décrire les gestes du sexe. Donc traditionnellement, dans les enquêtes, on demande aux gens s'ils se sont masturbés, s'ils ont fait des fellations, s'ils ont fait des cunnilingus et s'ils ont fait des pénétrations vaginales. Mais bon, ça, en fait, je l'ai même pas mis dans le tableau parce que tout le monde le fait, c'est pas drôle. Et le sexe anal. On a essayé d'introduire d'autres pratiques. J'ai encore de dire un truc drôle, pardon. Donc, voilà, autour des sex toys, autour d'autres formes de sexualité anale, c'est pas facile parce que déjà, pour les chercheurs, c'est pas facile d'appréhender toutes ces pratiques. Et puis, de poser les questions en population générale, c'est aussi parfois assez compliqué. Pour l'instant, on n'a analysé que celle-là, mais on en a plein d'autres. Il faudra que je revienne l'année prochaine. Donc, on voit quand même de plus en plus, entre les différentes années, là, l'augmentation, en particulier chez les femmes, et même chez les hommes aussi, la masturbation qui devient très présente chez les femmes, la sexualité orale qui est massivement partagée, pratiquée, qui fait partie vraiment du répertoire des pratiques sexuelles, comme on dit, et puis une augmentation très significative, très marquée, de tout ce qui tourne autour de la sexualité anale. Et quand on regarde dans le détail, c'est autant pour les hommes que pour les femmes, et autant pour et en particulier pour les hétéros. Et donc le fait que la sexualité anale devienne quelque chose de plus en plus présent dans la sexualité hétérosexuelle, pour les hommes pour les femmes et pour les hommes, c'est quelque chose que moi je trouve extrêmement intéressant et qui est encore à analyser plus précisément. Ouais, merci. Alors sinon, l'autre question qui était importante, où est-ce qu'on en est sur la fin du régime hétérosexuel? On progresse. Je veux dire, le modèle hétérosexuel hégémonique, hein, on n'a rien contre les hétérosexuels, mais c'est juste... voilà. Et donc là, on a eu des résultats qui nous ont vraiment beaucoup surpris. On imaginait bien que les choses avaient changé, mais quand même, à ce point-là, on était très étonnés des résultats. Et à chaque fois qu'on les a présentés dans les médias, ils disaient « mais vous êtes sûr ?» Mais c'est quand même beaucoup. Ben, oui. Donc, en gros, on posait la question, enfin, on posait 3 questions. Est-ce que vous êtes attiré par des personnes du même sexe que vous? Est-ce que vous avez déjà eu un partenaire du même sexe? Ou est-ce que vous vous considérez comme homo ou bisexuel? Et en fait, donc on arrive à 36% des femmes chez les plus jeunes qui disent qu'elles ont déjà été attirées par une personne du même sexe, 15% presque qui ont déjà eu un partenaire du même sexe, et 15% qui se déclarent homo ou bisexuels. Pour les hommes, c'est un peu moins. Mais donc, mes collègues qui travaillent sur ces questions-là... c'est ballot. Bref, il est revenu. Ah non, il repart. Mes collègues qui travaillent plus précisément sur ces questions-là, en fait, on arrive au chiffre qu'il y a quasiment 37% des femmes de moins de 30 ans aujourd'hui qui se déclarent pas trop hétérosexuelles. C'est plutôt
autour de 15% pour les hommes. Donc il y a voilà, le poids du régime hétéro pèse sans doute encore plus sur toujours plus sur les hommes que sur les femmes, mais pour les femmes, c'est vraiment un changement très très important. Et puis on a réutilisé une vieille question qu'on pose pour le coup depuis 92 sur l'acceptation sociale. Et on voit qu'effectivement, bon, c'est pas encore 100%, hein, des gens qui disent est-ce que c'est une sexualité comme une autre, et est-ce que si votre enfant était homosexuel, ça vous poserait problème ou pas. Donc il y a, voilà, vous voyez les chiffres. Et puis pour la première fois dans cette enquête, on a posé des questions sur les transidentités. Il n'y en avait pas dans les enquêtes précédentes. Et donc on a demandé aux gens est-ce qu'ils avaient déjà entamé des démarches pour changer de genre, ou alors est-ce qu'ils y avaient déjà pensé, réfléchi. Et donc c'est 1 personne sur 1000 dans notre étude qui a déjà entrepris des démarches. Et puis 6% chez les moins de 30 ans pour qui c'est une vraie question. Et on voit par contre toujours, du coup on leur a posé la même question à tout le monde sur l'acceptabilité, et on voit qu'il y a un écart quand même très très fort entre l'acceptation de l'homosexualité et l'acceptation des transidentités, où là il y a encore un petit travail de pédagogie à faire dans les prochaines années. Je crois que, je sais plus, je crois que c'est... Ah oui, les violences. Juste, je finis là-dessus. Dans notre enquête, on voit une augmentation assez importante des violences sexuelles. Alors ça déroute ce chiffre au premier abord de dire mais est-ce que les violences sexuelles augmentent alors que justement on n'arrête pas d'en parler, de les dénoncer, de lutter contre. Alors c'est un effet très systématique en fait quand on lève le voile sur un phénomène social qui était invisibilisé, dans les premières années il augmente. C'est contre-intuitif a priori. Donc il faut bien dire à chaque fois c'est l'augmentation des déclarations de violences sexuelles. Ça ne veut pas du tout dire que le phénomène augmente. Généralement, c'est plutôt le contraire. Et effectivement, ce qu'on a bien vu là dans notre enquête, c'est que les personnes les plus âgées qu'on a interrogées, par exemple, elles nous ont déclaré beaucoup plus de violences en 2023 que les mêmes personnes, donc qui avaient 20 ans de moins en 2006. Et la plupart de ces violences, c'est notamment les violences qu'elles avaient vécues dans l'enfance. Et donc, il y avait bien qu'en 2006, les gens n'en parlaient pas. Et en 2023, ils en parlent. C'est-à-dire qu'il y a des gestes, des faits, des expériences qui ont été vécues dans l'enfance qui, aujourd'hui, pour tout le monde, c'est « Ah, mais en fait, j'ai été agressée sexuellement. » Et ce n'était pas formulé, ce n'était pas conçu comme tel précédemment. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un seuil de tolérance aux violences sexuelles qui a beaucoup baissé, notamment chez les femmes. C'est-à-dire qu'en 2006, quand on posait la question aux femmes est-ce que ça vous arrive d'avoir des rapports sexuels sans en avoir envie, elles répondaient oui, oui, évidemment. Et elles étaient très, très nombreuses à répondre oui. Ce chiffre a profondément baissé en 2023. Les femmes, elles répondent non. Et donc, les rapports sexuels qu'elles ont sans en avoir envie sont qualifiés de violences sexuelles. La disponibilité sexuelle des femmes, c'est quelque chose qui va plus du tout de soi, et donc c'est très bien, on avance. Et donc, mais du coup, mécaniquement, les rapports imposés ne sont plus tolérés et donc considérés comme des violences. Et je crois que voilà, j'arrête là. Donc ça, c'est toute l'équipe de recherche qui travaille actuellement d'arrache-pied sur l'analyse des résultats. On essaye de les mettre en ligne au fur et à mesure. On a un site internet qui s'appelle csfinserm.fr. On essaye à chaque fois qu'on sort des nouveaux chiffres, de les mettre en ligne. Et puis donc, il y a un certain nombre de publications qui sont à venir. Et voilà. Merci beaucoup de votre attention. Y a-t-il des questions dans la salle ou sur YouTube ? Comme tu veux. Ok.
Merci encore pour ces données, c'est hyper riche et intéressant. Le dernier exemple, là, montre bien la place du déclaratif dans cette étude vis-à-vis des violences. Et est-ce que vous avez, de quelle façon, évalué la place du déclaratif, par exemple, pour le nombre de partenaires sexuels, mais aussi vis-à-vis des expériences en tout cas, je constate dans ma clinique que les hommes cis qui ont eu des expériences avec des hommes d'un certain âge ne l'ont jamais dit, tandis que les jeunes aujourd'hui osent plus le dire. Donc comment, voilà, sur cette place du déclaratif par rapport au nombre de partenaires et aussi aux pratiques. Voilà, merci. Alors, c'est sûr que sur la sexualité, comme on ne va pas observer en live, évidemment, on a que la restitution des expériences et la reconstruction, notamment chez les plus âgés. Donc, on n'est pas capable de savoir, enfin, même si justement on essaye, pour évaluer le nombre de partenaires, en fait, c'est plein de questions qu'on pose. Et c'est en agrégeant les réponses à toutes ces questions qu'on dit, bon, est-ce que vous êtes d'accord que votre nombre total de partenaires, c'est ça? On passe vraiment 5 minutes du questionnaire à dire avec combien d'hommes, avec combien de femmes. Et cette question, on la pose, même des gens qui nous ont dit qu'ils étaient hétéro-exclusifs. On va quand même leur poser la question avec combien d'hommes vous avez couché au cours de votre vie. Et donc, il y en a certains qui, depuis le début du questionnaire, disent ah, mais moi, hétéro, et puis qui disent ah, bah, 2. Voilà. Donc, et c'est fait, voilà, on essaye d'être le plus accueillant possible dans la manière de poser des questions sur toutes les expériences. Et on croise les doigts pour que du coup les gens se sentent suffisamment à l'aise pour. Mais quelqu'un qui n'a pas envie de répondre à une question ou pas envie de raconter une expérience, il a tout à fait le droit de ne pas la raconter. On reste évidemment dans la construction sociale de ce qui est dissible, acceptable, etc. Mais donc le changement, par exemple, sur les pratiques de sexualité anale chez les hétéros, je ne sais pas si c'est vraiment un changement dans les pratiques ou le fait que les hommes hétéros, aujourd'hui, déclarent des pratiques anales avec leurs partenaires femmes, parce qu'ils trouvent ça chouette, alors qu'il y a 20 ans, c'était pas vraiment dissible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Ben, ça tombe bien, j'ai une question sur les pratiques anales. 57% des hommes déclarent donc avoir pratiqué le sexe anal. Ma question, c'est donc au sein avec un partenaire au sein d'un couple hétérosexuel, est-ce que vous avez pu différencier? C'était en mode actif ou passif? Ah oui, chez les hommes. Oui. C'était une prise de tête sans nom de faire ce questionnaire, parce qu'à chaque fois, pour chaque pratique, il fallait dire mais pour tout, hein, sur les fellations, sur le cunnilingus, tout. Alors chaque fois, alors déjà, c'est quoi vos organes génitaux? Et du coup, est-ce que vous avez fait ou est-ce qu'on vous a fait? Et donc, à chaque fois, là, je présente ça dans un seul petit tableau, mais en fait, ça correspond à 50 questions différentes pour être sûr qu'on a bien cartographié toutes les positions possibles. Et donc, là, le chiffre sur la sexualité anale pour les hommes, c'est bien de leur anus dont il s'agit. D'accord. Pour le dire comme ça. Ok. Merci. Ce sera la dernière. On va finir sur... Voilà. Mais merci beaucoup. Ah non. Merci pour l'intervention. Question très brève. Est-ce qu'on peut avoir accès justement au questionnaire et aux différents questionnaires, si j'ai bien compris, première étape par téléphone, puis entretien? Oui. Alors, les questionnaires des précédentes enquêtes, ils sont en ligne sur un site qui s'appelle Progedo, qui est le site qui recense toutes les enquêtes de la statistique publique. Donc, ils sont trouvables très facilement. Et le nôtre, je pense qu'il est sur le site, en fait.
Normalement, le site internet là, que je vous ai cité, on a essayé on essaye au fur et à mesure de regrouper vraiment toutes les informations quantitatives possibles. Et bientôt, on fera un lien justement entre notre site et l'endroit où sont stockées toutes les autres enquêtes. Ouais. Merci beaucoup. Absolument pas besoin de ça. Merci beaucoup Armel Andro. Grâce à votre présentation de l'état des lieux de des sexualités en France, on voit que nos récits sexuels ils viennent jamais de nulle part, qu'ils se fabriquent dans un environnement social où il y a certaines façons d'être qui sont encouragées, d'autres qui sont tolérées, d'autres invisibilisées, même si vous avez aussi mis en évidence certaines transformations, à tout du moins certaines évolutions. Et c'est là qu'entrent en jeu les normes dont on va parler maintenant, les normes cis, hétéro et validistes. Elles posent comme évidentes certaines identités de genre, certaines orientations, certains corps, et elles dessinent des scripts sexuels dominants dans lesquels certaines se reconnaissent, tandis que d'autres s'y heurtent. Alors, avant d'ouvrir cette discussion, rappelons que les normes qui traversent les sexualités, elles ne sont jamais isolées. On va parler de normes cis-hétéro-validistes, mais les rapports sociaux entre personnes racisées ou non, tout comme les dynamiques de classe sociale, produisent eux et elles aussi des scripts puissants qui conditionnent l'accès à la légitimité sexuelle et certaines formes de vulnérabilité. Ces dimensions, elles sont bien sûr fondamentales et il serait tout à fait pertinent de les articuler plus largement. Mais pour cette table ronde, il a fallu bien définir un cadre d'études accessible en 1 heure, et ça va déjà être compliqué, et nous focaliser dans notre réflexion, en l'occurrence, sur les normes cis-hétéro-validistes, afin de permettre un traitement approfondi de cet axe. On va maintenant laisser la parole à Natasha Tchatkuti-Osorowicz, qui est sociologue et anthropologue spécialiste des questions de genre, on la remercie chaleureusement parce qu'elle avait elle aussi des choses prévues aujourd'hui. Elle a accepté d'intervenir en distanciel avec nous via le Zoom. Je ne sais pas si le Zoom est... Ouais, si on peut mettre le Zoom. Elle a récemment publié La pensée vitique, une introduction avec Sarah Garbagnoli. Et elle vient introduire notre table ronde sur la norme cis-hétéro au travers d'une analyse de la pensée de Monique Wittig. Normalement, je l'ai envoyé. Bonjour, vous nous entendez ? Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Alors du coup, je vous ai déjà présenté, je suis désolé, vous n'étiez pas connecté, enfin on ne vous avait pas connecté plus exactement. Mais voilà, on voulait vous remercier encore une fois d'être présente avec nous ce matin, alors que vous avez plein de choses à faire et de nous parler un peu de Monique Wittig et l'approche de la norme via Monique Wittig. Merci beaucoup. C'est normal que je vois 3 personnes devant moi, mais je vois pas ni la salle ni. C'est normal ça ? Oui. Mais Ah d'accord. Ok. Bon, d'accord. Oui, c'est mieux quand même. Bien, écoutez, merci beaucoup de votre invitation. Je suis désolée de ne pas être là en vraie présence, mais voilà, c'est les aléas des emplois du temps. Alors, j'ai bien compris que l'idée était d'essayer d'expliquer en comment Wittig. Vous m'entendez ? Très bien. Tout va bien ? on vous entend. D'accord. Parfaitement. Parfait, très bien. Comment Wittig interrogeait la norme ou le rapport entre la pensée straight et la norme. Alors, on est en 15 minutes, je vais essayer d'en dire quelque chose. Bon, dire quand même que ce que je vais vous présenter est tiré d'un ouvrage que j'ai coécrit avec Sarah Garbagnoli qui s'appelle La pensée Wittig aux éditions Payot. Donc, vous pourrez trouver tous les développements à ce titre. Voilà. Alors, on vous entend en haché. Ah.
Alors, je suis désolé, on a un petit problème technique, navré, Madame Mozorowicz. Filiation, c'est féminisme matérialiste. Ce sont les aléas du direct. Ah, tout va bien? Oui. Comme, C'est bon. comme régime politique et organisation sociale. Voilà, donc pour juste la situer, ces grands romans que l'on connaît en 1964, Le Poponax, Les guerrières en 69, Le corps lesbien en 73, et là moi je vais arriver plus à vraiment son œuvre théorique, bien qu'il ne faille évidemment pas désarticuler la théorie ou la théorisation de la littérature chez Wittig, puisque sa manière d'interroger ce qu'elle appelle la pensée straight, c'est-à-dire l'idéologie de la pensée de la différence, eh bien, elle va travailler cette question-là par sa théorisation qu'elle met en œuvre dans la littérature. Voilà, je pense que dans le public, il y a, de ce que j'ai compris, dans les intervenantes, il y a beaucoup aussi de sociologues, mais ici, le terrain, je dirais, empirique de Monique Wittig, c'est la littérature. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est que la pensée straight ? Pourquoi on ne parle pas de normes et quels sont, je dirais, quel est le principal ancrage théorique? Premièrement, évidemment, elle remet en cause, avec d'autres d'ailleurs, comme d'autres sociologues d'ailleurs, comme Nicole Claude Mathieu, Paola Tabet, Colette Guillaumin, l'idée fondamentale que le sexe n'est pas une donnée naturelle, mais une construction sociale qui est naturalisée. Et cette catégorisation de sexe, elle s'appuie sur une idéologie qui est l'idée de nature, et deux, sur l'idée sur laquelle, eh bien, au fond, on se situe dans le mythe de l'altérité. Un mythe, pourquoi un mythe? Parce qu'il laisse à penser que, au fond, et c'est ce qui structure la pensée de la différence, il y a un inévitable homme-femme, et c'est-à-dire que là, il y a une question d'altérité qui est pensée dans un mythe qui structure nos sociétés, qui structure nos manières de penser le rapport au monde. Et en fait, ce mythe, il repose sur un régime d'appropriation, sur un régime de de hiérarchie. Et c'est ce mythe auquel s'attaque aussi Wittig. Donc, pour Wittig, en fait, l'idéologie de la différence, elle imprègne nos représentations, elle est constamment renforcée par toutes les institutions et les structures sociales. C'est en cela que pour Wittig, le sexe, eh bien, est une catégorie politique qui fonde la société en tant qu'hétérosexuelle. Et elle la fonde partout, c'est-à-dire dans nos manières de nous situer au monde, mais aussi dans toutes les disciplines qui viennent réactualiser, réaffirmer cette pensée de la différence. Donc, elle s'attaque à la psychanalyse de la différence, elle s'attaque à l'époque à l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss, etc., etc. Donc, elle démontre que ça n'est pas une affaire de relation, parce qu'en fait, les hommes et les femmes ne sont que le résultat de ce rapport social, mais c'est en fait une catégorie totalitaire. Pourquoi totalitaire? Parce que pour Wittig, elle contrôle toute la production mentale et par ce biais, elle forme tout autant l'esprit que le corps. Et elle démontre comment, eh bien, pour prouver son existence, cette catégorisation, elle a, et je la cite ici, ses inquisitions, ses cours de justice, ses tribunaux, son ensemble de lois, ses terreurs, ses tortures, ses mutilations, ses exécutions, sa police. Nous ne pouvons pas penser en dehors d'elle. Et donc, elle démontre que cette catégorisation de sexe, elle opère comme une censure qui masque l'opposition sociale entre deux groupes sociaux, les hommes et les femmes, qui, en fait, présument que le sexe existe en raison d'une différence constitutive naturelle. Donc, pour Wittig, il faut penser que c'est l'oppression qui crée le sexe et non l'inverse. Bon, ça c'est le premier élément. J'espère que j'espère que c'est assez clair pour vous. Et l'autre élément, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de genre.
et c'est bien volontaire, puisque pour Wittig, ce qui est à l'origine de l'oppression, c'est en fait donc cette catégorisation, cette structuration de la société, de ce régime politique hétérosexuel, qui est renforcée par ce qu'elle appelle la marque. Et qu'est-ce que c'est la marque? C'est cette marque du genre. Cette marque, en fait, elle vient consolider ces catégorisations, elle construit cette formation imaginaire, elle construit cette pensée de l'altérité. Alors Colette Guillaumin, qui est une autre sociologue avec qui elle travaille beaucoup, se réfère à cette question de la marque pour situer la manière dont les sujets minoritaires, donc les sujets racisés, classisés, sexisés, en fait sont marqués par les majoritaires. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un point de vue, il y a des groupes majoritaires, il y a un groupe majoritaire et des groupes minoritaires qui sont conjointement liés par et dans un rapport de pouvoir. Et c'est dans ce rapport de pouvoir que les minoritaires disposent de moins de pouvoir, mais qu'ils sont également marqués par les majoritaires. Qui définit ce qui est minoritaire, ce sont les majoritaires. Qui désigne les autres avec un grand A, ce sont les majoritaires. C'est-à-dire le privilège de désigner, eh bien, est constitutif des groupes majoritaires. Et donc, qui à l'inverse, les majoritaires, par exemple, ne vont pas être désignés par leur spécificité, c'est-à-dire, par exemple, une spécificité de masculinité, d'hétérosexualité, de blanchité. Donc, on peut dire que, en fait, la question du sujet majoritaire est ouverte à la possibilité et à la différenciation. En revanche, le minoritaire oscille entre l'inexistence et le port du masque du différent que le sujet majoritaire lui tend en lui ordonnant de s'y reconnaître. Donc ça, c'est très important. Et dans ce cadre, et c'est ça le cœur de la pensée Wittig, de la pensée straight, dans ce cadre, l'hétérosexualité n'est pas envisagée par Wittig comme une orientation sexuelle, ni même comme une institution parmi d'autres, mais bien comme un système social fondé sur des rapports de pouvoir. Et ce rapport de pouvoir définit nos cadres de perception et parce qu'il borne notre manière de voir le monde en faisant obstacle à d'autres possibles. Est-ce que j'ai le temps encore là? Ça va? Bon, il semblerait que oui. On a quelques minutes encore. Je disais tout à l'heure, la question de Wittig, c'est de déconstruire la langue. Hein. Donc, je vous ai parlé de la marque du genre. Elle montre comment le genre, en fait, déshumanise les femmes. Pourquoi il déshumanise les femmes? Puisqu'en fait, il constitue une pratique du langage, et c'est la raison pour laquelle elle travaille sur le langage et sur la littérature, dans lequel, en fait, qui porte la marque de genre, ça n'est pas ce qu'on qualifie de masculin, qui est renvoyé à du neutre, mais qui évidemment signifie l'humain en général. Mais en fait, ce qui signifie la question du genre, il n'y a qu'un genre pour Wittig, c'est le sujet qui est marqué par le sceau du féminin. Alors bien souvent, on me dit, mais est-ce que Wittig serait pour l'écriture inclusive? Je ne sais pas si elle serait pour l'écriture inclusive. Peut-être, sans doute pas. Parce que, en fait, pour elle, ça viendrait réitérer la bicatégorisation de sexe et la sexision de la langue. Puisque son idée, ça n'est pas de réitérer des catégorisations, mais plutôt de supprimer ces catégorisations au fondement de l'oppression. Donc ça veut dire aussi que dans le langage n'est pas un en dehors de l'hétérosexualité, et le langage, en fait, c'est ce qui constitue l'opérateur d'humanisation ou de déshumanisation qui agit de manière, on pourrait dire, intersectionnelle, qui agit de manière consubstantielle avec le régime politique, social de l'hétérosexualité. Et le langage, en cela, opère aussi ce qui est le champ du dissible, du pensable et du faisable, c'est-à-dire le champ de ce qui est possible à se représenter. Donc pour Wittig, l'idée c'est que dans le langage, eh bien, il faut aussi détruire les catégorisations, puisque tant que les catégorisations existent, eh bien, on est pris au piège de cette pensée de la différence. D'où le fait de procéder à un démarquage de la langue, d'où le fait que, sans doute, elle ne serait pas forcément pour l'écriture inclusive. Et donc, elle va venir travailler
sur ce qu'elle appelle les catégories totalitaires. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, sexe, femme, homme, en dehors duquel on ne peut pas penser. Et donc, dans tout son travail littéraire, elle ne fait pas mention à ces catégorisations. Donc, à l'époque, c'est vraiment, je dirais, une vraie révolution à la fois de la langue et de la pensée sociologique. Donc, l'idée, selon Wittig, serait de supprimer la marque du genre dans la langue. Et avec ça, eh bien, enfin, voilà, c'est la création de notre imaginaire. Alors, je ne sais pas si certaines dans la salle ont déjà lu Wittig, mais juste vous donner quelques exemples qui vont peut-être voilà, permettre aussi de comprendre comment elle procède. Par exemple, dans le Poponax, elle va travailler sur le pronom « elle » pluriel. C'est-à-dire que dans ce roman, le pronom « elle » devient le sujet protagoniste du roman. Et on voit avec sa présence répétée dans toute la lecture du livre que, en fait, ça opère une transformation dans l'universalisation d'un pronom qui, historiquement, a été privé de ce pouvoir. Donc, elle vient renverser le point de vue universel par un « elle » pluriel qui participe, selon Wittig, à l'humanisation d'un groupe sociologique qui est invisibilisé, censuré, inexistant. Donc l'idée, c'est de rendre caducs les rapports catégoriaux, mais également la distinction hiérarchique il, elle, et de renverser le point de vue universel. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'elle pense que la visée, c'est de remplacer du il pluriel par du elle pluriel, par exemple, mais la visée, c'est au fond de conquérir un statut d'humain dans la langue qui n'est plus ni marqué par les catégorisations de sexe, ni fondé par cette marque du genre. Voilà. L'autre élément de cette invention construite par Wittig, c'est dans Le corps lesbien, par exemple, le troisième roman. Après Le corps lesbien, elle part aux États-Unis, voilà, pour des raisons aussi d'inaudibilité, je dirais, scientifique et militante. Et là, dans Le corps lesbien, elle propose une autre sortie de la bicatégorisation sexuelle, où cette fois, elle propose d'abord une vision très radiographique d'un corps qui n'est plus un corps érotisé par l'hétérosexualité, donc un corps déshétérosexualisé, d'où par la suite, moi, mes travaux sur la question de la déshétérosexualisation d'ailleurs. Et dans Le corps lesbien, elle revient sur l'effacement du lesbianisme, sur cet interdit social et littéraire, et elle vient faire, et elle le revendique, faire violence à l'écriture par le langage. Et cette fois-ci, dans ce livre, le pronom, c'est un J bar E. Et pourquoi le J bar E? C'est que, d'abord, elle dit que dans même le « je », il y a de la sexuation qui est présente. Quand moi je dis « je », on n'entend pas un « je » neutre. Évidemment, on entend par le « je » que je suis censée représenter pour pas pour 1000, mais pour plusieurs rapports sociaux, mais entre autres la catégorisation de sexe. Donc elle dit de manière implicite, dans le pronom « je », il y a cette sexuation. Donc elle propose une autre formule qui est un J bar E, qui vient désigner un sujet lesbien qui, tout en étant divisé par l'oppression qu'il subit, sait dépasser les limites imposées par la bicatégorisation de sexe. Et alors, ce sujet prend la parole pour s'exprimer dans un monde et un langage qui, là, lui refuse. Et ce J bar E va avoir un corrélat, un tu, qui est symétrique et égal. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure un sujet qui est divisé par l'oppression, c'est l'idée que pour qu'il y ait émancipation, pour qu'il y ait sortie de l'oppression, non seulement il faut avoir conscience de l'oppression, j'ai fini là. C'est ça? Je ne sais pas. Il faut avoir conscience de l'oppression dans laquelle on se trouve, puisqu'il ne peut pas y avoir émancipation sans conscience. Et comme il ne peut pas y avoir, donc, changement social si on ne s'empare pas des rapports sociaux qui nous constituent et forment nos expériences. Peut-être je vais m'arrêter là, parce que je ne sais pas si, en fait, j'ai dépassé mon temps ou pas. Non, c'est absolument parfait. Merci beaucoup. Bon, ben voilà. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Je ne mesure absolument pas...
C'était absolument passionnant et je retiens juste, enfin je retiens juste, non. J'ai retenu notamment une chose que vous avez dite, si j'ai bien compris, c'est que la non-désignation, c'est le privilège du majoritaire, que ce soit le groupe ou le sujet majoritaire. Et du coup, je trouve que ça fait une transition intéressante avec la table ronde, justement, où on va désigner les normes majoritaires cis hétéro-validistes. Donc merci beaucoup pour votre intervention qui fait vraiment sens avec ce qui va suivre. Tout à fait, c'est ça. Merci à vous. Merci Aurène. Donc je vais inviter sans plus tarder nos intervenantes sur la table ronde. Donc Maëlle Coutin, Pierre Niedergang, Géraldine Koff et Fanny Poirier. Merci beaucoup à vous tous de nous rejoindre ici. Je ne sais pas si je me suis présentée, je pense que non. Donc moi c'est Michèle Veilleux, je suis sexologue, doctorante en santé publique. Et Aurène, tu avais pu te présenter au début. Ben, bravo, excellent. Vu qu'on va travailler les questions de normes, je vais vous proposer déjà une définition pour commencer. Ensuite, vous présenter en quelques mots et on va enchaîner sur différentes questions pour explorer ensemble ce concept de normes. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire de se retrouver dans la majorité, la minorité, comment est-ce qu'on définit ça selon toutes vos expertises respectives. En termes de définition, nous, on s'est dit, on est resté très simple quand même, on aurait pu aller plus loin, que la norme cis hétéro-validiste, ça désigne tout le système de représentation et de pratique qui érige la cis-identité, l'hétérosexualité et l'absence de handicap en référence implicite de la sexualité humaine. Donc c'est un cadre invisible qui peut aussi agir comme carcan. Il ne se contente pas d'exclure ou de marginaliser celles et ceux qui s'en écartent. Il structure aussi la sexualité de tous et de toutes. Cette norme façonne nos désirs, nos pratiques et nos représentations collectives en imposant une définition qui est restrictive de ce qui est considéré comme légitime ou normal. Donc, je vais vous présenter rapidement. Si je fais une erreur, je fais quand même mes devoirs, mais si je me trompe, vous n'hésitez pas à rectifier. Donc déjà, Maëlle Coutin, alias Le Tréma, pour ceux qui sont sur les réseaux, un créateur de contenu engagé. Votre projet ASMR Politics et votre série « Est-ce que les hétérosexuels vont bien ?» interroge les évidences, bouscule les cadres et invite à repenser collectivement la manière dont les normes structurent nos vies. Pierre Niedergang, docteur en philosophie et chercheur associé à l'Institut de recherche philosophique de l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes auteur de l'essai « Vers la normativité queer » où vous interrogez la possibilité de produire de nouvelles normes queer plutôt que de se limiter à leur rejet. Vos recherches s'inscrivent dans une réflexion critique sur la manière dont les normes structurent nos vies sexuelles et sociales. Fanny Poirier, psychologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et docteur en psychologie, responsable de la formation à l'espace santé trans. Par votre expérience clinique et votre rôle de formateur, vous avez développé un regard éclairé sur la manière dont les normes cis-hétéro-validistes peuvent être vécues par tous, notamment par les personnes trans et non-binaires. Et Géraldine Koff, psychologue et sexologue, engagée dans l'accompagnement des personnes autistes et de leurs proches. Vous travaillez notamment sur l'éducation à la vie affective et sexuelle en faisant la promotion d'approches inclusives et adaptées. Vos interventions croisent clinique, pédagogie et sensibilisation pour ouvrir des espaces de réflexion et de reconnaissance autour de la diversité des parcours sexuels et affectifs. Donc on vous remercie tous et toutes d'être là avec nous aujourd'hui. Pardon. Et je passe le micro à Aurène. Alors, première question collective, si vous voulez bien. En une phrase maximum, allez, deux peut-être. Quelle est la première idée qui vous vient lorsqu'on dit sexualité normative ? Et est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de stéréotype normatif cis-hétéro-validiste ayant un impact sur la sexualité des personnes ? Alors, on a plusieurs micros, normalement. On peut faire circuler, mais ceux-là devraient aussi fonctionner. Est-ce qu'ils font ? Tout à fait. Si vous avez une réponse à la question, vous pouvez vous signaler. C'est dur de passer en premier. Allez-y. Ça va être rapide. C'est pas une phrase, c'est un mot. C'est la cystite. Je trouve que c'est vraiment la preuve tangible, concrète et très genrée de la sexualité normative, justement, qui est axée sur la pénétration, sur le
plaisir masculin et sans prendre en considération le confort et puis le corps féminin. Bon, en un mot, moi, c'est impossible, et en une phrase non plus. Si, un mot, je choisirais le terme, ça va faire réagir, mais de consentement. Parce que je trouve que le consentement, il montre bien l'ambivalence de ce terme de sexualité normative. Ça peut soit être une norme qu'on applique de l'extérieur et de manière un peu bête, et qui va du coup, en fait, impliquer tout le système de l'hétéronormativité, en disant en fait on consent un acte qui nous est fait, donc il y a quelqu'un de actif et quelqu'un de passif, et c'est à la personne passive de dire oui ou non. Cette conception-là un peu classique du consentement qu'on appliquerait sur la sexualité, voilà, c'est le premier, la normativité comme normalisation. On normalise notre sexualité à partir d'un script prédéfini et hétéronormatif. Et le mot normativité, moi c'est ce que j'essaierai de le dire un peu après, c'est aussi quelque chose de positif, c'est-à-dire que ça peut être aussi l'invention d'une norme en commun à deux ou à plusieurs pour structurer la sexualité pour qu'elle soit agréable, acceptable, vivable. Voilà. Pareil, une seule phrase, ce serait trop difficile. Mais sexualité normative, moi, ça m'évoque la question dans la sexualité du désir, des fantasmes, et du coup des enjeux de désirabilité sociale. Dans quelle catégorie est-ce que je vais rentrer pour finalement plaire à la personne qui me plaît éventuellement. Et en pensant notamment aux personnes trans et ou non-binaires, c'est toute la difficulté de comment est-ce qu'on peut être perçu, dans certains cas parfois de sexe transactionnel pour obtenir une certaine affection. Finalement, tu as de la chance que je sois avec toi, parce que voilà, d'habitude, tu ne rencontrerais pas forcément un ou une partenaire qui serait OK. Donc moi, je mettrais l'accent sur cet enjeu-là de désirabilité sociale et de à quel point elle reproduit des catégories, enfin des normes. Moi, de mon côté, je pense que j'axerais plus en fait, sur les questions de visibilité. Parce qu'effectivement, en fait, la sexualité, que ce soit les corps, que ce soit les pratiques, sont extrêmement normées, que ce soit dans les films, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en fait dans les publicités. Et l'objectif, c'est vraiment aussi de pouvoir en fait visibiliser toutes les personnes qui n'arrivent pas à s'identifier dans ces codes qui sont très standardisés finalement. Tout à fait, merci beaucoup pour vos interventions qui mettent vraiment les choses à plat avant de commencer. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec des questions qu'on a préparées. Si jamais ça vous inspire autre chose et vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Et ma première question, elle est pour vous, Maëlle. À travers les contenus que vous partagez sur les réseaux que vous créez, vous interrogez en fait ces normes qu'on prend pour acquis. Et on était curieux de savoir quel type de réaction vous avez en fait face à vos contenus quand vous venez justement mettre en lumière des choses auxquelles on ne réfléchit pas forcément au quotidien. Donc les réactions par les commentaires, etc. Alors, donc juste un petit rappel pour les personnes qui ne connaîtraient pas le format principal qui s'appelle « Est-ce que les hétérosexuels vont bien ?» Donc c'est une série documentaire satirique évidemment, où je pose une question aussi brûlante que le siège de Premier ministre en France, est-ce que les hétérosexuels vont bien ? Et je montre à chaque fois justement un extrait vidéo que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux principalement, pour illustrer le bien-être des hétérosexuels. En général, la question se finit, enfin la réponse est toujours négative. Et les réactions, alors étonnamment, j'ai assez peu de retours très négatifs. C'est-à-dire que j'ai assez peu de haine en ligne. Bon, il y a diverses raisons, notamment le fait que je sois un homme cis, blanc. J'ai eu un commentaire l'autre jour d'une personne qui disait que si ce compte avait été tenu par une femme, il serait fermé depuis longtemps, et malheureusement je suis d'accord. Donc il y a assez peu de commentaires négatifs, sauf sur certains sujets, et notamment une vidéo qui traitait des soirées barbecue de poing.
Donc les soirées barbecue de poing, c'est une soirée où on mêle la bagarre et la barbaque. Et je ne parle pas de la pratique sexuelle sans préservatif. Et donc du coup, sur cette question-là, beaucoup de commentaires homophobes parce qu'on touchait à un patrimoine français et on ne permettait pas aux gens de s'amuser tranquillement. Et j'ai trouvé ça assez révélateur. Des commentaires que j'ai souvent, c'est un qui me fait beaucoup rire, c'est le « moi ça va ». Ils ont réinventé le « not all men ». Aussi, quel rapport avec la sexualité ? Donc les personnes qui pensent que l'orientation sexuelle et la sexualité c'est la même chose et qui passent à côté du message global. Et moi, il y a un certain nombre de commentaires hyper intéressants, je trouve, c'est sur les débats sur les vidéos, pardon, qui ont finalement, les extraits que je choisis ont une certaine forme de radicalité dans la lecture queer de l'hétérosexualité ou lecture féministe et qui font débat justement, où il y a des gens qui disent bah là je vois pas le problème. Notamment récemment j'avais choisi un extrait de vidéo de la caption, enfin la légende sur la vidéo, c'était quand ta fille ramène son nouveau petit copain et que ça brise le cœur de ton père, et on voit le père qui regarde le couple dans le jardin et qui est dévasté, voire un peu vénère. Et il y a pas mal de gens qui ont dit je vois pas le problème, le père aime sa fille, c'est difficile pour lui de la voir grandir, etc. Et c'est ça, ces commentaires, c'est vraiment que je trouve vraiment intéressant parce que ça crée un débat dans les commentaires ensuite, parce qu'il y a des personnes qui ont compris le propos et qui parlent de tout ce que ça implique. Tous ces sujets-là qui sont un peu moins évidents que quand je critique juste la masculinité sont intéressants. Pareil, pour le 14 juillet, j'ai fait une vidéo où je traitais juste des avions qui passaient dans le ciel au-dessus du défilé militaire, et où là, il y a pas mal de gens qui sont passés à côté du propos. Une course de grenouilles en Illinois, je crois. Une course de grenouilles premier degré. Alors premier degré, oui, mais il faut un petit un petit push pour les grenouilles. Donc en gros, pour faire la course de grenouilles, il faut que la grenouille, c'est intéressant, faut que la grenouille fasse 3 sauts d'affilée. Et pour qu'elle fasse 3 sauts, en fait, il faut qu'elle ait un stimuli, justement. Et donc, du coup, le but, c'est de lui faire peur. Et donc, on voit des gens hurler sur des grenouilles pour qu'elles puissent faire ça. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont dit qu'ils ne voyaient pas le rapport. Et il y a eu un commentaire que j'ai trouvé fabuleux, c'est « Crier sur une grenouille, c'est le move le plus hétéro qui existe ». Et je suis hyper d'accord. Ouais. C'est peut-être justement aux journées bagarre et barbecue. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que ça met vraiment en lumière à la fois les différents types de commentaires qu'il peut y avoir, les personnes qui sont déjà un peu au courant, et aussi sur qu'est-ce qui peut nous surprendre en fait, quels éléments paraissent tout à fait normaux, comme par exemple le père et son fils. Donc merci beaucoup pour cette première réponse. Et du coup, vous avez explicité un peu votre travail et la manière avec laquelle vous mettiez en avant les normes de genre et les normes hétérosexuelles, ce qu'on peut relier avec l'intervention de Natacha Chasuiti-Ozorowicz. Et cette question de normes hétérosexuelles amène peut-être à un autre terme qui est celui d'hétéronormativité. Et du coup, ma prochaine question est pour Pierre Niedergang. Est-ce que vous pourriez définir les concepts d'hétéronormativité, puis d'homonormativité, et puis nous expliquer pourquoi ces deux termes, à l'étymologie a priori antagonistes, peuvent avoir des sens ou des finalités plus rapprochées que ce qu'on pourrait penser? Merci. On m'entend, ouais. L'homonormativité, ça désigne l'idée de produire des normes, donc de la normativité, produire des normes à partir de l'hétéro, donc de la binarité sexuelle entre les hommes et les femmes. Et en fait, c'est plus large que de simplement dire c'est la norme de l'hétérosexualité, parce qu'en fait, c'est différentes normes, par exemple, la distinction entre passif-actif,
la distinction entre le dur et le mou, entre le fort et le faible, tout un ensemble de normes qui vont se rapporter à ce couple homme-femme et qui vont se retrouver dans les sexualités, dans les scripts sexuels. Hein, voilà, le truc de il y en a un qui domine et puis on peut pas trop switcher, ou alors il faut penser comment on peut switcher dans ces normes-là. Donc l'hétéronormativité, c'est une manière de désigner une matrice de normes, et pas seulement une norme, c'est pas l'hétéronorme, c'est une matrice de normes qui fonctionnent ensemble, de concert. Alors parfois, évidemment, c'est là où on peut un peu subvertir, c'est que parfois elles peuvent être brouillées, elles peuvent être en opposition les unes avec les autres. Mais par exemple, pour rebondir sur ce que tu disais, Maëlle, le fait que ça soit hétéro de hurler sur des grenouilles, eh bien, c'est parce que hétéro ne désigne pas seulement l'hétérosexualité au sens de pratique hétérosexuelle, ça désigne cette matrice dans laquelle, hurler sur des animaux, c'est quelque chose qui, est, je sais pas, viril, et ça peut aussi renvoyer à la distinction entre l'humain et l'animal. Enfin, il y a tout un ensemble de normes qui sont reliées à ce couple hétéro. Et en fait, du coup, l'hétéronormativité, ça permet de cibler un peu plus que seulement cette question de la pratique hétérosexuelle et du fait que ça nous est imposé. Et ça permet aussi de reconnaître que il peut y avoir de l'hétéronormativité, y compris dans des couples ou dans des relations qui sont des relations queer, homo, etc., où on va remobiliser des scripts ou des normes qui sont reliées à l'hétérosexualité pour penser nos propres pratiques. Et le fait, par exemple, un bon exemple, c'est ce truc que les ados queer ont tous plus ou moins vécu, c'est, en tout cas, s'ils avaient la chance d'être avec quelqu'un, c'est, les ados. Non, en fait, les adultes, les queers, quoi. Qui fait l'homme, qui fait la femme, c'est une manière de prendre cette manière de penser et d'essayer à tout prix de forcer cette sexualité-là à correspondre à cette norme-là. Et alors, le terme homonormativité, c'est un peu plus compliqué. C'est que dans les années 90, il y a eu des mouvements LGBT qui à la fin, disons, au moment de la crise SIDA, il y a tout un ensemble d'associations LGBT qui ont émis des revendications, qui sont des revendications politiques, qui ont été perçues au fond comme un alignement avec le capitalisme, avec le nationalisme, par exemple, et avec l'hétérosexualité. Par exemple, la revendication du mariage gay, la revendication aux États-Unis du droit d'être dans l'armée et de se dire gay dans l'armée, ou encore le droit d'être un consommateur, etc. Et du coup, a émergé ce terme d'homonormativité pour désigner la manière dont, au fond, certaines personnes queer se sont alignées avec des normes qui, précisément, étaient davantage reliées à l'hétérosexualité dominante, et avec ça, avec le nationalisme et avec la consommation capitaliste. Et du coup, voilà, c'est un terme qui a eu un moment bonne presse, on s'en sert beaucoup, c'est homonormatif. Il y a un autre terme qu'on a découlé qui est l'homonationalisme, qui est en fait l'idée que les États vont réussir à capter un peu les énergies queer pour s'en servir dans des politiques nationalistes. On pense par exemple à Marine Le Pen ou au RN en général qui a essayé de capter un certain nombre d'électorats gays en disant « Ouh là là, ces étrangers, ils sont homophobes ». Ça, c'est de l'homonationalisme, c'est une manière de réussir à capter les identités et les désirs queer pour que ça serve une politique nationaliste. C'est juste que je trouve que ce terme d'homonormativité, je m'arrête là-dessus, il n'est pas très bien fichu parce qu'en fait, la normativité, c'est l'idée de produire de la norme. Donc en fait, si c'était vraiment de l'homonormativité, ça serait cool, d'accord, de produire de nouvelles normes à partir des désirs et des identités homo. Mais en fait, c'est pas de la normativité, c'est de la normalisation. Hein. Ça serait mieux de parler d'homonormalisation pour désigner un peu tous ces processus d'alignement avec les normes qui sont issues de l'hétéronormativité.
Merci beaucoup, c'est hyper clair. Et je tiens à dire que son livre, je parlerai à la fin quand même, hyper clair aussi. Voilà, je suis fan, je ferai la promo à la fin, mais voilà. Le développement de concepts à l'intérieur est particulièrement pédagogue et intéressant, donc merci beaucoup. Génial. Je réitère les remerciements. Pour la transition vers la prochaine question, en fait, pour pouvoir, vous avez très bien expliqué quelles sont les normes, comment elles se créent, mais pour pouvoir savoir comment on vit notre rapport aux normes, il faut déjà comprendre là où on se situe par rapport à tout ça, quelle est notre propre identité, comment on se sent intérieurement. Et pour cela, ma prochaine question, elle est pour Fanny Poirier. Est-ce que vous pourriez nous définir le concept de coming in, ce processus, et puis comment en fait il peut structurer le développement des personnes par rapport à leur sexualité au fur et à mesure de ce coming in? Alors, je teste. Ouais, c'est bon. C'est bon. On n'était pas sûr si celui-là fonctionnait aussi. Donc, pour penser le coming in, en fait, il faut penser le coming out. Régulièrement, on parle de coming out de trans, de coming out gay, bi, lesbien, etc. Le coming out, c'est quand on dit aux autres quelque chose de soi, finalement, qui ne se donne pas à voir comme ça, forcément facilement. Et le coming in, c'est tout le processus intérieur par lequel on passe avant ça, pour passer d'un ressenti qui, petit à petit, au fur et à mesure du temps, s'agglomère à d'autres ressentis. Petit à petit, il y a des mots qui viennent, et au bout d'un moment, il y a une réalisation à soi-même. Ah, en fait, c'est ça qui se passe pour moi. Donc, le coming in, c'est ça. Une chose importante pour moi à rappeler le coming in, c'est que le coming in dans la vie d'une personne, il n'est pas le même selon l'âge de cette personne, selon les mots qu'on a pour se dire. Et souvent, quand on parle de coming in, on a tendance à voir ça comme un moment uniquement de bonheur, uniquement de contentement, de satisfaction. Et ça peut à la fois être un grand moment de soulagement, de « Ah, enfin, ça fait sens, toutes ces impressions que je pouvais avoir à un moment donné, ou voilà, ça fait sens. » Et en même temps, ça peut aussi être un moment où il y a un certain nombre de choses que je pouvais réprimer auparavant, que je pouvais nier, où je me disais « Mais non, non, c'est vraiment pas ça, je l'ai balayé d'un revers de la main. » Et bien là, tout d'un coup, il peut y avoir aussi un sentiment plus aigu de « Ah non, ça, je veux absolument pas le vivre. » Donc le coming in, c'est un moment, enfin une période et un moment un peu particulier, où ça peut à la fois s'accompagner d'un certain soulagement, d'un certain sens, d'une compréhension plus précise de soi-même, et en même temps, ça peut s'accompagner d'un seuil de tolérance à des situations, à des comportements beaucoup plus bas. Voilà. Et là où je disais que c'est pas forcément la même chose selon le moment de vie, c'est-à-dire qu'un coming in trans et ou non binaire, et notamment quand on a en tête tous les enjeux de vie sexuelle, de santé sexuelle, c'est que moi j'accompagne principalement donc des mineurs et des jeunes adultes, donc avec des personnes qui se questionnent activement dans un moment un peu charnière de la vie, qui ne font pas forcément l'expérience du coup de rapports sexuels avec d'autres personnes, et qui peuvent être éminemment dans l'anticipation de ce à quoi ça peut ressembler, ou l'enjeu du coup d'éducation à la vie sexuelle et affective va être peut-être plus prégnant dans une anticipation d'éventuelles situations, là où un coming in trans ou non binaire d'une personne adulte qui a déjà tout un tas d'expériences, d'interactions dans sa vie, aura pas forcément les mêmes enjeux, parce que la personne aura pu vivre un certain nombre de situations plus ou moins consenties, avec un regard plus ou moins conscient, complexe par rapport à ces situations. Et je pense typiquement à des personnes que je peux accompagner, on va dire la trentaine, pour faire très large, mais pour dire, voilà, pas non plus des genoux, mais pas non plus, voilà. Et qui, finalement, peuvent, je pense notamment à une personne que j'avais pu accompagner en psychothérapie, qui pouvait avoir un certain nombre de fantasmes dans sa vie intime, seul avec et lui-même, et qui finalement se posait beaucoup la question, qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là? Est-ce que c'est mon orientation sexuelle? Est-ce que c'est mon identité de genre? Qui se sentait finalement très en inconfort, à savoir quelle pelote de laine démêler, et où finalement le coming in non-binaire, en l'occurrence le A concernant, avait vraiment amené à mettre au point de manière
encore plus présente qu'avec des ados. Comment finalement son identité de genre se mêlait à sa sexualité, se mêlait à ses fantasmes, se mêlait à des pratiques sexuelles et ainsi de suite. Voilà pour moi. Super, merci beaucoup pour votre réponse. Ma prochaine question, c'est pour Géraldine Koff. Et alors, évidemment, on est hyper à la bourre, donc je vais rassembler 2 questions, mais du coup, je serais ravi d'avoir la réponse à chacune quand même. Donc, vous travaillez notamment avec des personnes autistes. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi la norme validiste constitue une barrière pour l'accès à une sexualité sécure et satisfaisante dans ce public? Et d'ailleurs, en fait, cette question, elle part d'un préconçu, qui est que ça constitue une barrière, mais peut-être que non. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que les neurodivergences peuvent offrir un regard alternatif sur les manières d'aimer et de désirer, justement en dehors des scripts normatifs? Merci déjà pour ces 2 questions très pertinentes. Pour ce qui est en fait des barrières que va imposer en fait les normes validistes pour les personnes autistes, elles vont être très paradoxales. La première, c'est comme Alain Géamy a pu le dire, c'est un petit peu les personnes en situation de handicap sont vues soit comme des anges, soit comme des bêtes par rapport à la sexualité. Anges parce qu'en fait, elles vont être soit perçues comme dépourvues totalement en fait de désir et de sexualité, et donc où on ne va pas du tout accompagner en fait ces envies-là, ces désirs, cette volonté d'avoir une vie affective et sexuelle, ce qui conduit à une méconnaissance pour ces personnes et aussi à une grande vulnérabilité sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Et ensuite, perçues comme des bêtes, parce que dès qu'en fait, elles vont présenter des comportements qui pourraient être de l'ordre de la volonté d'une vie affective et sexuelle, ça va être potentiellement vu comme étant anormal, voire pathologisé. La difficulté qui s'ajoute à l'autisme, c'est que les personnes autistes peuvent avoir des difficultés à comprendre les codes sociaux. Et donc effectivement, si l'éducation à la vie affective et sexuelle n'a pas été réalisée, il peut y avoir des comportements qui ne sont pas toujours adaptés socialement, et ce qui peut conduire également à des malentendus sociaux, mais également parfois préjudiciables au niveau judiciaire. Donc encore une fois, d'où l'importance en fait de pouvoir proposer une éducation à la vie affective et sexuelle qui va être adaptée pour les personnes en situation de handicap et adaptée également au profil du handicap, parce que tous les handicaps ne se ressemblent pas. Donc moi, je vais particulièrement parler en fait de l'accompagnement des personnes autistes, où en fait, ça va être très important de pouvoir expliciter les implicites des relations, parce que on sait que dans les relations sociales, il y a énormément d'implicites. On parle aussi beaucoup avec des métaphores. Pour les personnes autistes, ça peut être très compliqué d'y avoir accès. Donc ça va être important de pouvoir en fait proposer une éducation adaptée, claire, explicitée. Et en fait, aujourd'hui, ça n'est pas toujours proposé. Ça n'est pas proposé dans les écoles, c'est pas toujours adapté pour eux. Ce n'est pas toujours proposé également dans les établissements médico-sociaux, alors que c'est une obligation légale. Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles l'indiquent bien. Donc on est face à différentes barrières et également des professionnels qui ne sont pas toujours formés aussi à cette éducation-là et aux particularités que représente cette éducation, où il faut vraiment implémenter l'explicite et éviter en fait toute forme d'implicite. Donc toutes ces difficultés à avoir accès à l'éducation à la vie affective et sexuelle, et également les normes en fait validistes qui oppressent les personnes en situation de handicap, ça va conduire en fait à une grande vulnérabilité. Pour vous donner un chiffre un petit peu alertant, c'est que là aujourd'hui, 9 femmes autistes sur 10 ont été victimes de violences sexistes ou sexuelles au cours de leur vie. Ce qui est un chiffre affolant et énorme. Ce qui montre bien en fait que cette éducation elle est cruciale pour pouvoir en fait préserver cette population. Il y a également tous les freins institutionnels et familiaux en fait qui peuvent également se présenter au nom d'une certaine forme de protection
en fait, on va surveiller, on va limiter, on va empêcher les relations sexuelles, voire parfois, même dans certains lieux de résidence, on va les interdire. Et là, en fait, ça montre également le non-respect d'un droit fondamental à l'accès en fait, à l'intimité, mais également à l'autodétermination par rapport à la sexualité. Et il faut également savoir aujourd'hui qu'en France, la stérilisation forcée est interdite, mais elle est encore pratiquée. Donc ça pose en fait énormément de questions au niveau éthique. Donc les conséquences, bien évidemment, que ce soit au niveau psychologique, au niveau du corps, vont être énormes. Et ça va être important de pouvoir en fait accompagner les professionnels, accompagner les personnes concernées également, pour qu'elles puissent en fait avoir accès à leurs droits. Pour ce qui est de tout ce qui va en fait être un regard alternatif sur la sexualité et comment en fait justement les neurodiversités peuvent en fait proposer des choses en plus en fait sur la vie sociale, affective et sexuelle, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que c'est vraiment un chemin alternatif sur l'amour et également le désir. La neurodiversité, en fait, elle va apporter une compréhension de la sexualité et de l'intimité de manière très différente de celles qui sont aujourd'hui normées. Elles vont vraiment en fait pouvoir implémenter la déconstruction de scripts relationnels, donc comme ça a pu être évoqué depuis ce matin, parce que les personnes autistes peuvent avoir des difficultés justement à décoder les codes sociaux, et donc à les comprendre également et à pouvoir les mettre en place. Donc en fait ça laisse une énorme liberté au niveau de ces scripts qui vont être donc du coup totalement à l'image de ce que la personne ressent et de ce que la personne souhaite. Et ça va être très éloigné parfois des scripts qui peuvent être intériorisés et qui semblent parfois un petit peu naturels et évidentes ou universelles dans notre société. Ça va également en fait permettre d'avoir d'autres enjeux au niveau de la séduction. Les personnes autistes sont souvent réputées pour avoir une honnêteté sans faille, et ça permet vraiment en fait de pouvoir soulever toute ambiguïté dans leur relation. Et je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre en fait des personnes autistes, notamment sur la question du consentement. Parce qu'en fait, en explicitant ses envies, ses besoins et ses désirs, en fait, ça permet en fait de rejouer les enjeux de la séduction et de pouvoir être sur des relations positives, saines, et on aurait beaucoup à apprendre de ça. Ensuite, il y a également tout l'aspect sur la sensorialité. Beaucoup d'études actuelles indiquent que les personnes autistes appartiennent à la communauté kink, notamment pour en fait rejouer un petit peu les codes et les scripts de l'accès en fait à la sensorialité et notamment dans le domaine de la sexualité. Ce qui peut en fait parfois paraître anodin, comme une caresse, pour une personne autiste, ça peut être quelque chose de très douloureux. C'est pas pour toutes les personnes, mais ça peut l'être. La masturbation génitale peut être impossible parfois, parce qu'en fait sensoriellement trop compliqué. Donc en fait ça va permettre de recartographier un petit peu en fait le corps, les plaisirs, les sensations qui sont en fait très loin des normes que l'on peut se représenter dans notre société actuelle. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. On est déjà en retard. On va synthétiser, ok. Alors, je vais peut-être conclure sur ce que ça peut aussi apporter. Beaucoup de personnes autistes également en fait, font partie de la communauté LGBTQIA+, parce qu'en fait, elles ne vont pas intérioriser ces normes sociétales et les normes hétérocentrées. Ce qui permet en fait d'avoir une plus grande diversité dans les choix et les désirs amoureux et sexuels. Mais ça aussi, ça implique de pouvoir en fait proposer une éducation à la vie affective et sexuelle qui sorte en fait des chemins battus et des normes hétérocentrées. Il est aussi important en fait de pouvoir indiquer que les personnes autistes sont plus sujettes à vivre en fait la sexualité, ce qui conduit également en fait à redéfinir les relations et pouvoir en fait les investiguer de manière différente sans faire une éducation qui va être centrée sur la génitalité.
Merci beaucoup. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on avait prévu une question supplémentaire pour vous, qu'on vous avait transmise, à laquelle on n'aurait pas du tout eu le temps de répondre. Et en fait, vous y avez répondu, j'ai l'impression, en tout cas en partie, sur cette idée que les contenus de l'éducation à la sexualité doivent aussi être adaptés à quelque chose qui ne répond pas à des normes de corps, de fonctionnement psychique et émotionnel. Et vous en avez parlé, donc merci beaucoup. Juste un mini point planning aussi pour les personnes dans la salle. Vu qu'on a commencé avec un peu de retard, on va terminer la table ronde vers 11h. Donc on a encore le temps pour 3 questions pour nos intervenants. Et la pause, elle sera un peu décalée. Donc voilà. Mais en tout cas, vous aurez une pause, mais juste pour vous tenir au courant de tout ça. Pour la prochaine question, très bien. C'est une question pour Fanny. Donc, on a déjà parlé de la norme de plusieurs façons. La question, c'est la cisnormativité ne s'exprime pas uniquement par la non-inclusion des personnes trans au script sexuel. On observe également des processus de fétichisation. Vous en avez parlé un peu plus tôt également. Déjà, en première partie, comment est-ce que vous définiriez ce concept de fétichisation ? Et ensuite, comment est-ce que ça se distingue d'un désir qu'on pourrait avoir tourné vers une personne, mais qui ne serait pas de la fétichisation ? Je vais aborder la question peut-être à l'envers. Bonne idée. Mais complètement, vous avez raison. C'est pas une critique, mais c'est justement pour répondre à ça. C'est-à-dire, je vais répondre à la question à l'envers. C'est que finalement, quand on a un rapport sexuel avec quelqu'un, quand on est intéressé par quelqu'un, enfin, là, à vrai dire, c'est surtout dans le contexte de rapport sexuel que je veux développer mon propos. Mais quand on a un rapport sexuel avec quelqu'un, l'enjeu, c'est pas exclusivement et principalement une mécanique des corps, en fait. Quand on partage une intimité avec quelqu'un, il y a aussi et surtout, alors c'est peut-être mon biais de psychologue, du coup, mais le besoin d'être vu, d'être validé, d'être pris pour soi-même, d'exister dans le regard de l'autre. C'est pas exclusivement des fluides, de la mécanique. Voilà, c'est pas exclusivement ça. On n'est pas des automates. Donc, la fétichisation, c'est quand on n'est pas vu et pris pour soi-même, quand en fait on rentre dans un certain script que la personne s'est fait dans sa tête en face. Alors, plein de personnes diraient oui. Il n'y a pas de rapport sexuel, on ne se rencontre jamais tout à fait, et voilà, etc., etc. Mais là, c'est quand même de manière plus exacerbée que les choses se passent dans le contexte de fétichisation. On ne va peut-être pas se rendre compte au moment dit, peut-être que ce sera après, en se rendant compte du profil de tous les partenaires. Donc bien sûr que quand il y a une rencontre entre deux personnes, il y a toujours des fantasmes, il y a toujours une forme de rencontre à proprement parler impossible, bien sûr. Mais donc c'est quelque chose d'assez poussé. Donc oui, par rapport à votre question, moi j'ai déjà accompagné des personnes du coup trans et ou non binaires qui avaient pu dans des rapports intimes avec des partenaires de longue date ou ponctuels se sentir fétichisés, où finalement la solution pour la majorité de ces personnes-là était d'être dans l'évitement, dans le rejet de cette situation-là, quand il y avait la possibilité de pouvoir énoncer un non, qui n'est pas toujours aussi simple à énoncer. Et puis, je pense notamment à la situation d'une personne que j'avais pu accompagner, qui par ailleurs était TDS, et dans sa relation avec son partenaire, finalement se posait difficilement les questions de consentement. Finalement, le travail du TDS, ça peut aussi être un espace d'appropriation de son corps. Est-ce qu'on peut le travail du sexe peut être aussi un espace d'appropriation de son corps et de ce qui peut avoir lieu ou pas avec la personne ou les personnes. Et notamment, cette personne-là, justement, il y avait des enjeux de fétichisation qui pouvaient se rencontrer avec son partenaire. Et où tout le travail qui avait été fait avec cette personne était beaucoup de pouvoir penser ce qui se jouait dans la sexualité, mais ce qui se jouait aussi plus globalement dans la relation. Parce que dans, du coup, la sexualité se rejoue aussi des rapports de pouvoir qui peuvent avoir lieu finalement dans la relation de manière plus globale. Finalement, c'est un peu une des situations un petit peu, je dirais, où se condensent un certain nombre de problématiques.
en tout cas peut se condenser un certain nombre de problématiques, et où du coup tout le travail avait été de faire des pas de côté entre ce qui se rejouait finalement dans sa relation intime avec son partenaire, ce qui se rejouait plus globalement. Il y a, je dirais, une des rares choses que mon beau-père m'a transmise, c'est finalement quand on regarde une étoile, il ne faut pas la regarder de face, il faut la regarder sur le côté. Et là, on la voit. Et finalement, sur cette question-là de la fétichisation, mais comme un certain nombre d'autres questions, à la fois, il faut aborder les enjeux qui peuvent être principalement liés à cette question, et puis faire des pas de côté, pour aller voir finalement dans quel contexte ça s'inscrit. Parce que, voilà, en tout cas, là, dans un contexte de relation, de couple, tel que ça avait été pour la personne que j'avais accompagnée. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, vous nous avez permis de faire un lien entre ces normes cis-hétéro-validistes et la santé mentale. Et du coup, ma prochaine question est pour Maëlle Coutan. Vous parlez souvent de santé mentale dans vos contenus. Comment est-ce que l'idéal d'une virilité dite autonome, qui n'aurait besoin de rien ni de personne, entre en collision avec le besoin de soins, d'aide ou de parole ? Alors oui, dans mes vidéos, dans mon single aussi, que vous pouvez streamer sur toutes les plateformes, je parle justement des mecs qui refusent d'aller en thérapie, qui refusent de mettre du lubrifiant, qui refusent de mettre des lunettes de soleil pour regarder le soleil. Et en fait, il y a une injonction virile là-dedans à tenir, à être justement autonome et aussi et parfois aussi même à valoriser l'inconfort, en fait, qui est très étrange. C'est-à-dire que justement dans d'autres exemples de vidéos, il y a par exemple une femme qui explique que elle pose la question de savoir si c'est toxique de sa part, à elle, de demander à son copain de s'essuyer les fesses après être allé aux toilettes. Comment ? Merci. Et lui, il refuse parce que toucher ses fesses, c'est gay. Et j'ai coupé une partie de la vidéo d'ailleurs originale parce qu'elle explique carrément que lui il se sent émasculé par la demande de sa copine. Il dit qu'elle laisse les normes sociales influer sur leur couple, être plus fortes que leur amour. Il lui envoie des Reddit, des sources avec des gros guillemets, justement de forums d'hommes qui s'en parlent et qui s'engrainent les uns des autres en se disant que vraiment il ne faut pas se toucher les fesses parce que sinon c'est justement un signe de féminité ou voire d'homosexualité. Donc voilà, donc il y a justement dans toutes ces vidéos, il y a justement l'inconfort. Mais il y a aussi un inconfort psychique et justement je trouve que l'exemple que je viens de donner est assez parlant et ce besoin d'aide, ce besoin de parole en fait n'est pas appris aux hommes, si ça fait partie pour moi aussi de l'hétéronormativité. Et quand je pose la question est-ce que les hétérosexuels vont bien, je suis sincère, c'est-à-dire que je me pose vraiment la question, je m'inquiète pour eux. Parce que finalement, ils sont aussi, eux aussi victimes de l'hétéronormativité parce qu'ils se mettent en danger. D'un point de vue hygiène, sur l'exemple que je viens de donner, c'est quand même dramatique. Et il y a tout l'aspect que je n'ai pas abordé, mais sur la douleur, le fait de se faire mal pour prouver qu'on est viril, et en dehors de tout cadre sexuel, pour le coup. Donc il y a ça, et en fait, c'est assez... pour moi parlant, et le parallèle avec les personnes queer, nous finalement, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus familiarisés à se faire aider, à prendre la parole, à aller en thérapie, etc. Mais aussi parce qu'en fait c'est une question de survie, et donc du coup on y force. Alors c'est pas démocratisé autant qu'il le faudrait, mais justement on y force. Et en fait sur la question des scripts hétéronormés, l'hétéronormativité, en fait en tant que personne queer, on grandit dans une société hétéronormée, donc forcément, tu l'as dit, on reprend aussi des biais hétéronormés.
Et quand on grandit, en fait, on ne grandit pas en étant nous-mêmes, on grandit en sacrifiant une certaine forme d'authenticité pour éviter les préjugés, pour éviter l'humiliation. Et tout notre chantier, justement, dans la vie d'adulte, c'est de retrouver quelles parts chez nous sont véritablement authentiques et lesquelles ont été construites pour nous protéger. Et c'est là où il y a une vraie différence et quelque part une chance aussi pour nous en tant qu'hommes d'avoir pu dévier de cette norme parce que justement on a été forcé de trouver d'autres chemins de traverse et d'essayer de se connaître un peu mieux. Donc pour conclure, après tous ces échanges, une dernière question, cette fois-ci pour Pierre. Et après, on prendra une ou deux questions de la salle. Donc pour terminer, notre question, c'est est-ce que le désir peut finalement se départir de la norme chez l'adulte et peut-on désapprendre le normal jusque dans l'intime ? Question compliquée qui renvoie un peu à cette notion d'authenticité dont Maëlle vient de parler. Je crois qu'il faut distinguer deux trucs. C'est est-ce que la sexualité doit se départir des normes en général ? Et là, je répondrais non. Parce que, en fait, il y a des normes qu'on veut critiquer parce qu'elles nous limitent, mais il y a aussi des normes qui sont importantes. Et là, en passant à l'entrée, j'ai vu qu'il y avait le consentomètre. Le consentement, c'est en effet une norme, et d'ailleurs, ça le montre bien. Alors déjà, il y a le fait d'un mètre. Un mètre, ça sert à mesurer, donc c'est une norme. Évaluer avec la personne le degré de son consentement, donc là, il y a de la norme. Homogénéiser les critères constitutifs du consentement, il y a de la norme. En fait, on ne peut pas... il faut, je crois, se départir de l'idée de débarrasser la sexualité des normes. Il faut débarrasser la sexualité de certaines normes, et ça peut en passer, en effet, par l'invention de scripts alternatifs. Je pense que ça passe beaucoup par les représentations, entre autres. Ça passe aussi par des transformations institutionnelles comme celle de la famille, parce qu'on sait que la famille, c'est quand même un lieu particulier. Et ça, c'est pas que une question de représentation, c'est une question de droit et d'institution. Bref, on peut travailler à défaire certaines normes, mais il faut en passer. Si on veut sortir justement de cette matrice normative qui nous limite, eh bien, il faut s'inventer de nouvelles normes, je crois. Ça ne veut pas forcément dire inventer des scripts rigides, mais inventer des choses, pour moi les normes c'est des règles notamment et des valeurs, des manières de juger de certaines choses, et donc il faut inventer, par exemple on peut critiquer la notion de consentement, certaines théoriciennes féministes le font, certaines militantes aussi, au profit par exemple de la norme de l'autonomie sexuelle. Bref, en fait il faut réfléchir aux normes qu'on va se donner. Non pas être dans une pure antinormativité, mais réfléchir à quelles normes on se donne, quelles normes on veut s'en débarrasser. Il y en a d'autres qu'on veut créer, produire ensemble, et voilà, qui permettent de... Et ça, c'est, disons, pour les pratiques. Et pour le désir, c'est une question un peu plus compliquée parce que c'est toi, Fanny, qui parlait des fantasmes, de la persistance des fantasmes, etc. Et je crois que là, il y a le risque, en tout cas, il faut éviter un risque qui est celui d'une volonté de purifier les désirs à partir de certains principes moraux, parce qu'en fait, sinon... On le voit dans la pratique. Moi, j'ai déjà j'ai des patients qui viennent me voir en me disant « je me sens coupable parce que mon désir est toxique ». Mais en fait, il est toxique et c'est rationalisé à partir de normes, parce que, par exemple, c'est des personnes militantes, etc. Et donc, en fait, ça renforce des formes de culpabilisation. Et du coup, il faut travailler, à mon avis, de manière un peu plus fine la question du désir que de l'idée de purifier le désir de ces normes-là, y compris si c'est des normes qu'on trouve toxiques. Mais il faut trouver de nouvelles manières. Alors moi, je trouve que ça en passe par l'invention de nouvelles représentations, entre autres, en tout cas pour ce qui est de la question du désir. Mais voilà, il faut tenir ensemble ce truc de produire de nouvelles normes pour les pratiques sexuelles, en critiquer d'autres, éviter d'avoir une volonté moralisante de purifier le désir, tout en quand même ayant la perspective future d'un désiré mieux. Merci beaucoup.
On va pouvoir prendre, déjà merci dans l'ensemble pour toutes vos interventions sur cette table ronde. On va pouvoir prendre des questions. Donc il y a déjà une question en fait qui était sur le Zoom, parce qu'on a des personnes aussi, on le rappelle, qui nous suivent à distance et dont les commentaires sont surveillés. Donc Nicolas, tu peux la poser. Alors, vous avez une question pour Géraldine Koff. Si on explique l'explicite et que la VARS implique de l'implicite, comment faire pour passer de la théorie à la pratique? Et il y a un complément à la question. Les personnes TSA qui ont un sentiment fréquent de non-appartenance, du fait des difficultés au niveau des compréhensions des codes sociaux, lesquels sont également très normatifs, sont souvent en quête de se référer à des normes pour éviter les faux pas, ce qui complexifie les choses. Vous pouvez répéter le début de la question? Si on explique l'explicite et que la VARS implique de l'implicite, comment faire pour passer de la théorie à la pratique? Alors, passer de la théorie à la pratique, c'est pas toujours évident. Déjà, en fait, il faut pouvoir avoir des outils adaptés pour pouvoir faire en fait cet enseignement-là. Les établissements avec lesquels je travaille, souvent en fait, sont dépourvus d'outils et aussi de mots appropriés. Ça va être très important en fait de passer également par le visuel pour communiquer et faire l'enseignement, parce que les personnes autistes en fait ont une facilité par rapport à ça. Ce qui peut être intéressant lorsqu'il y a en fait ce sentiment de solitude qui peut aussi alimenter en fait une grande anxiété, hein, le stress minoritaire, les personnes autistes en fait en sont totalement victimes. C'est de pouvoir aussi en fait se rapprocher de communautés en fait avec des personnes autistes également. Par exemple, en fait, vous avez les groupes d'entraide mutualisés. On parle aussi en fait d'enseigner aux personnes autistes en fait les codes sociaux ou une manière de communiquer, mais je pense qu'en fait il faudrait aussi apprendre aux non-autistes à communiquer avec les personnes autistes. Milton a théorisé cette idée-là en fait avec un problème de double empathie, c'est-à-dire qu'en fait les personnes non autistes entre elles se comprennent plutôt bien et les personnes autistes entre elles se comprennent aussi plutôt bien. Donc passer en fait par des biais communautaires qui permet en fait de vraiment sentir un appartenance au groupe, permet aussi en fait de lever certaines barrières, et parfois aussi il y a en fait cet aspect de pair et danse entre les personnes concernées qui est vraiment très intéressante. Merci, je pense que ça répond très bien à la question. Une question, on est vraiment désolé par rapport à ça, et du coup la main est très enthousiaste. Ce sera la dernière question. Merci. Mais après on sera là à la pause, à midi, on vous encourage à réseauter. Bonjour, merci beaucoup pour votre table ronde très intéressante. J'avais une question un peu plus militante, à vrai dire, mais je n'ai pas la réponse, mais je trouvais qu'il y a une réflexion intéressante, qui est que comment fait-on pour effectivement pouvoir réfléchir à la transformation de certaines normes, parce qu'effectivement, ce que vous avez dit, c'est pas qu'il faut toutes les enlever, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens, ce serait même assez insécurisant, je pense, pour la majorité de la société et du monde, mais tout en ayant un discours contre, du coup, celles qui sont oppressives, contre une machine qui, elle, ne va pas aller dans la nuance, qui est quand même la machine de l'oppression et de l'extrême droite, qui ne va pas du tout aller dans la nuance, qui ne va pas du tout parler justement de déconstruire des normes pour en inventer d'autres, etc., etc. Mais comment est-ce qu'on fait, quel discours on tient avec cette nuance contre cette machine oppressive? C'est assez large, mais j'avais envie de soulever ça. Voilà. En 30 secondes, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a une chose qui est importante pour moi à rappeler, c'est que c'est pas seulement un système contre un autre. C'est qu'il y a aussi, pour moi, tout l'enjeu de la question des violences sexuelles et ou sexistes au sein des communautés féministes. Donc, bon, c'est vrai que ça fait un peu double peine de se dire qu'il faut déconstruire un système et puis en plus se déconstruire soi-même au fur et à mesure qu'on se construit. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui peut bénéficier pour tout le monde. Déjà, ça, c'est mon premier point. C'est pas l'un contre l'autre. Enfin, je crois que c'est d'ailleurs la pire des illusions de la vie adulte, qu'en fait, il n'y a pas les bons et les méchants. Je pense que c'est la première chose.
Et je pense que ça dépend aussi dans quel contexte on s'inscrit. Et je pense que la facilité, enfin du coup la place peut-être plus facile pour répondre à cette question, c'est que je trouve que dans un contexte de travail psychothérapique, par exemple, ou de consultation familiale, en tout cas dans un contexte en tant que professionnel de santé, ben, on a affaire avec les normes majoritaires, mais on a aussi et surtout affaire avec la valorisation du discours individuel, à aider la personne à se narrer, à être au cœur de sa vie, de ce qui s'est passé auparavant, de ce qui va se passer actuellement, par la suite, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que ça pour répondre à votre question, qui est assez complexe, ça dépend dans quel contexte on pose la question. Voilà. Mais je pense que peut-être que pour répondre à la question majoritaire, il faut d'abord partir des discours individuels, quoi. Et je rebondis aussi sur la question des espaces communautaires pour trouver d'autres savoirs expérientiels, d'autres points de vue, et qui peuvent être au plus près des ressentis, justement, et pas être dans la théorisation qui parfois peut être très plaquée par rapport au vécu des personnes. Je me permets de rebondir. Ouais, je pense que du coup, il y a une approche un peu multiscalaire à différents niveaux. Je pense que la nuance, au point de vue individuel et au point de vue psychothérapeutique, elle peut être réintroduite sans problème. Après, voilà, je pense qu'au niveau légal, il faut être très ferme et qu'il faut être sur le terrain, de proposer de nouvelles normes. Alors bon, là, c'est pas très satisfaisant ce qui se passe, par exemple, au niveau de la question du consentement et des VSS. Mais justement, on peut être très ferme au niveau militant. Et je pense au niveau institutionnel, moi, en tout cas, pour les différents niveaux, je pense que la critique institutionnelle et la transformation des institutions, en fait, c'est aussi le cœur de la bataille. Voilà, mais encore une fois, approche un peu différents niveaux, quoi. Donc pour rebondir moi aussi, et donc du coup ajouter un autre niveau à ça, je pense qu'il y a aussi la question de sortir des espaces militants et de mener la bataille culturelle. Je prêche pour ma paroisse, mais c'est un peu tout mon objectif, c'est-à-dire que là on est entre nous, on est d'accord et c'est super et ça nous fait du bien et on peut justement encore plus aller dans cette nuance-là qui est ultra nécessaire, mais il y a la question aussi de comment sortir de ces bulles-là. Démocratiser ces discours-là. Je pense que le succès de mon format, si je l'avais appelé est-ce que l'hétéronormativité va bien, en fait, ça n'aurait pas du tout été le même succès. Et donc, du coup, il y a vraiment un enjeu aussi dans ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais pas que, dans toutes les œuvres culturelles qu'on peut faire pour proposer d'autres schémas. Merci beaucoup. Je suis désolé, on ne va pas pouvoir faire d'autres questions, mais il pourrait y en avoir. Merci beaucoup aux intervenants et intervenantes. Je prends 10 secondes qu'on n'a pas, juste pour rappeler le livre de Pierre Niedergang, qui est vraiment... On avait dit qu'on ne ferait pas de promo, mais il se trouve que je l'ai lu et je l'ai bien aimé. Donc c'est pas de la promo, c'est un choix personnel qui se lit vraiment très très bien, qui est passionnant et que je vous encourage à acheter si vous êtes intéressé par le sujet, parce que c'est vraiment la thématique de la journée.